Rox Dixebeck infiltre la rêverie d'il y a 64 ans, tue un amiral de la marine, va jusque dans la chambre fleurie, menace Imo et finit par affronter le roi Harald. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rode Senpai et aujourd'hui nous allons parler de ce sacré chapitre 1155 de One Piece. On va dans un premier temps revoir les événements qui se sont déroulés, puis dans un second temps nous allons analyser et théoriser sur les conséquences des événements qui ont eu lieu. C'est donc il y a 56 ans que le prince Loki, après s'être jeté du haut du royaume du soleil pour finir dans le royaume des morts, qu'il va rencontrer le légendaire pirate Rox Dixebeck. Le jeune géant répondra donc à la question du pirate, lui qui voulait savoir si cet endroit était bien Elbaf et si le roi Harald était ici. Il leur fera alors savoir qu'effectivement ils sont bien sur Elbaf, mais que son père est en ce moment parti en expédition. Rox lui demandera de le contacter et de trouver un moyen de le faire rentrer, il lui dira de faire mine de s'être blessé gravement. Sauf qu'évidemment Loki, perturbé comme il est, s'énerve face aux pirates leur disant qu'il n'a pas à recevoir d'ordre de nabos comme eux. Rox lui fera alors une démonstration de sa puissance et blessera réellement le jeune prince. À cet instant, on nous fera savoir que les talents d'escrimeur de Rox Dixebeck étaient exceptionnels, semblables à un coup de marteau géant ou un coup de canon, il était connu pour tout balayer autour de lui. À la suite de ça, on nous montrera comment se sont rencontrés Harald et Rox durant cette fameuse rêverie qui s'est déroulée il y a 64 ans dans le passé. Durant cette rêverie, 5 rois ont été enlevés, mais aussi et surtout ce mystérieux kidnappeur, en plus d'infiltrer la rêverie, est allé jusqu'à s'introduire dans la chambre fleurie. C'est la première fois dans l'histoire depuis que le gouvernement mondial est en place qu'un tel incident se produit. Et effectivement, ayant atteint cet endroit, cet individu, Rox Dixebeck, a rencontré le tabou de ce monde. Imu Nirona, le pirate ayant très certainement jaugé la puissance de cet adversaire, n'est pas allé plus loin et ne s'est pas risqué à le combattre. Cependant, il lui a fait savoir très clairement qu'il avait l'intention de revenir. Cet événement a été évidemment gardé secret, mais il est évident que ce que venait de faire Rox Dixebeck était considéré comme étant le plus grand crime qu'une personne pouvait faire aux yeux du gouvernement mondial. Toujours lors de cette rêverie, nous savions grâce au chapitre précédent que le roi Harald était lui aussi parvenu à s'infiltrer. Et comme il nous le disait, il était sur le point de se faire arrêter après que sa requête fut refusée, et d'ailleurs les dragons célestes ont pensé que c'était lui qui avait kidnappé les 5 rois et tué l'amiral. Et c'était pendant qu'Harald tentait de s'échapper que celui-ci croisera le chemin de Rox Dixebeck qui lui aussi prenait la fuite. Harald, qui savait parfaitement que cet homme était le véritable criminel, s'attaque à lui et on nous dira que le choc entre ces deux hommes a tout balayé sur un rayon de 5 km, un choc de haki royal semblable à celui entre Roger et Barbe Blanche durant le flashback d'Oden. Lors de cette très courte confrontation, Harald et Rox s'échangent leurs noms et à ce moment-là, le pirate fera savoir au géant qu'il ne doit surtout pas se faire attraper sinon il deviendra l'esclave des dragons célestes, chose que le roi d'Elbaf ne savait pas étant donné qu'il ne connaît pas du tout la cruauté de ces humains qui se prennent pour des dieux. Rox se partagera son envie après ça de revoir Harald, ce qui n'a pas l'air d'intéresser le roi, mais grâce au pirate, il trouvera la sortie et sautera littéralement du haut de Red Line. Comme on le sait, lors de cette rêverie, comme on a pu le constater aussi pendant la dernière rêverie qui a eu lieu, au moins un amiral est présent afin d'assurer la sécurité des rois présents ainsi que les dragons célestes. Et Rox Dixebeck, durant celle où il a rencontré le roi d'Elbaf, Harald, a tué un amiral de la marine, ce qui est totalement inédit, aucun pirate n'a réussi un tel exploit, et depuis ce jour, le nom de cet individu a été connu partout dans le monde entier, le bouleversant complètement. Il est donc fort à parier que cet homme possédait la prime la plus élevée ayant jamais existé, au-dessus même des pirates de légende. Plus tard, on apprendra que le bateau transportant le tribut céleste a été attaqué et que l'assaillant, après avoir pris la fuite, aurait aussi détruit la porte de la justice. Et évidemment, on parle bien sûr de Rox, on nous dira que suite à cela, Rox s'étant emparé du bateau ainsi que de l'argent qui était destiné aux dragons célestes, décidera de se lancer dans la piraterie. Rox Dixebeck était un farouche ennemi du gouvernement mondial, tous les agissements de son équipage étaient principalement tournés contre celui-ci. Et on nous fera savoir que Xebeck était un adepte du Davy Backfight, ce légendaire jeu en l'honneur de Davy Jones et dont les Mugiwara ont déjà joué pour certains lorsqu'ils ont rencontré Foxy. On reparlera bien sûr de ce jeu dans la deuxième partie de la vidéo, mais en tout cas c'est ce qui a permis à Rox de rassembler au sein de son équipage les meilleurs pirates. À cet instant, c'était le prologue des Rox pirates, à vrai dire à ce moment-là, il n'était même pas encore un équipage de pirates à proprement parler, n'ayant pas encore de drapeau. C'est donc dans cette situation que lui et son groupe de criminels arrivent sur Elbaf, dans le but donc de recruter le roi Harald. Comme on pouvait s'en douter, Barbe Blanche, Shiki et Stussy n'étaient pas les seuls membres de l'équipage de Rox au moment où il est arrivé sur Elbaf. Et donc de retour à il y a 56 ans, comme prévu, le prince Loki a fait en sorte qu'on contacte Harald, lui faisant savoir qu'il était blessé, et contre toute attente pour Loki, le roi est venu voir son fils. C'est donc les retrouvailles 8 ans plus tard entre Rox Dixebeck et le roi Harald, et pendant que ces deux rois discutent, on a un aperçu de l'équipage de Rox. Le pirate ne perdra pas de temps et demandera directement à Harald de rejoindre son équipage, lui faisant savoir que jamais le gouvernement mondial accédera à sa requête. Harald, au vu de la réputation de Rox, n'a aucune intention de rejoindre son équipage et il est vrai que suivre un individu pareil ne serait pas dans l'intérêt d'Elbaf. Et il en profitera pour faire savoir à ses hommes qu'il est aussi dangereux pour eux de suivre Rox. Suite à cela, nous aurons la réaction de chacun des membres de son équipage plus leur identification. Donc comme on le sait, il y a Shiki qu'on connaît tous mais dont on nous précise tout de même qu'il est un Yakuza, Miss Buckingham Stussy et Barbe Blanche.
blanche. Mais on nous présentera aussi ceux qu'on ne connaît pas, avec Don Marlon, un gangster de West Blue qui nous fait évidemment penser à Capone Beige qui est lui aussi originaire de West Blue. Il pourrait donc s'agir de son père ou un membre de sa famille. On nous présentera aussi le légendaire Ochoco qui deviendra le chef de l'île des pirates La Ruche et que Barbe Noire délogera durant l'ellipse. Et pour finir, il y a un certain Ganzui qui serait un pirate contrebandier et qui n'est pas plus connu que ça, j'ai l'impression, mais qui je trouve fait penser à un compagnon de Shanks, donc Lucky Roux, je sais pas si ça vous a fait pareil. La réaction de chacun des membres de cet équipage suite à la mise en garde du roi Harald à propos de Rox d'Ixébec montre qu'il ne s'agit pas vraiment de compagnons pour Rox, mais d'une simple alliance dont tout le monde a un intérêt à tirer. Toujours dans cette intention de défier le gouvernement mondial, Rox insistera auprès d'Harald et lui fera part d'un de ses plans, notamment celui de proposer un marché au gouvernement mondial concernant donc l'île de la Ruche. En effet, l'île étant peuplée de criminels effroyables, il leur proposerait de récupérer cette île pour eux en échange donc d'argent. Cependant, il compte les tromper car lorsqu'ils auront l'argent, il a l'intention de prendre le contrôle de l'île et partager avec ses compagnons la récompense. En tout cas, pas question de donner au gouvernement l'île et ses criminels. Donc la Ruche sera sous leur contrôle avec tous les puissants criminels qui y vivent. Son but est d'en faire un paradis pour pirates, donc celui qu'on connaît aujourd'hui. Selon lui, cet événement marquera le début de son histoire pour ensuite entreprendre le grand projet d'anéantir la marine, faire tomber Marie-Joie pour in fine devenir le roi du monde. Harald, surpris, lui dira que c'est impossible, mais déterminé comme il est, Rox lui fera savoir, et c'est très vrai, que le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. C'est après avoir entendu ces incroyables paroles prononcées par Rox d'Ixébec que le jeune prince Loki a commencé à admirer cet homme, et un rêve dans la tête d'un enfant venait de naître. Finalement, 4 ans après l'arrivée de Xébec sur Elbaf, et après que celui-ci n'a cessé de proposer à Harald de rejoindre son équipage en vain, l'équipage des Rox pirates mettra son plan à exécution et il s'emparera de l'île de la Ruche. C'est donc à partir de cet instant-là que naîtra la légende des fameux pirates de Rox qui fera trembler le monde entier. C'est ainsi que ce chapitre 1155 s'achève, il est désormais temps de traiter plus en profondeur des sujets les plus importants, et pour ça, on va y aller crescendo du plus important au moins important, parmi les plus importants. Bref. Commençons par le jeune prince Loki qui s'est vu naître en lui une raison de vivre après avoir rencontré Rox d'Ixébec. Lorsque le pirate a expliqué son plan au roi Harald et notamment le fait qu'il avait pour objectif final de s'emparer du monde, le jeune Loki a assisté à la scène et a donc tout entendu. Ceci fera naître en lui la motivation de vivre, un rêve qui le poussera donc à rester en vie. En effet, Loki jusque-là était détesté de la majorité des habitants d'Elbaf et lui était persuadé qu'absolument tout le monde le détestait, sauf que lui-même a été surpris de voir son père interrompre son expédition pour venir prendre de ses nouvelles, lui qui avait appris qu'il s'était blessé. Mais jusqu'à ce moment-là, personne lui avait prouvé qu'il tenait à lui, ce qui a poussé à plusieurs reprises Loki à tenter de se suicider. Mais ça, c'est aussi à cause du fait qu'il n'avait aucune raison de vivre, ce qui fait qu'il ne voyait aucun intérêt à vivre et qu'il souffrait inutilement selon lui. À partir de maintenant, c'est différent car Loki, après avoir entendu les paroles de Rox, s'est trouvé un rêve et a tout l'air aussi de vouloir s'emparer du monde, avant bien sûr de connaître son futur objectif qui est de détruire ce monde en devenant ce qu'il appelle le dieu de la destruction, Nika. D'ailleurs, il est probable que son rêve ait changé lorsque celui-ci s'est fait rejeter par son idole Rox qui a refusé de le faire intégrer son équipage. Donc voilà pour ça, et dans ce chapitre nous avons aussi eu l'occasion de profiter de ceux qui composent l'équipage de Rox avant qu'ils deviennent les célèbres Rox pirates. Donc comme je le disais tout à l'heure, on avait Shiki, celui qui sera plus tard connu sous le nom de Lion d'Or, futur rival du roi des pirates, et on va s'arrêter sur lui 2 minutes car on va nous préciser dans ce chapitre qu'il est officiellement un Yakuza. Ceci vient mettre un terme définitivement concernant la théorie que Shiki serait originaire du pays de Wano Kuni, au vu donc de sa tenue, le fait qu'il possède des katanas et surtout que Kurozumi Higurashi avait copié son visage grâce au pouvoir du Mane Mane no Mi. Aujourd'hui, dans cette présentation des membres de l'équipage des Rox, Oda nous confirme bien que Shiki vient de Wano, ce qui explique pourquoi Higurashi était capable de copier son apparence. En effet, il est fort probable que celle-ci l'ait rencontré lorsqu'il était encore un Yakuza du pays de Wano. Pour rappel, les Yakuza sont des organisations du monde souterrain du pays de Wano ayant des pratiques hors la loi, et la vieille Higurashi ayant agi dans l'ombre pour faire en sorte de faire d'Orochi le futur shogun de Wano, celle-ci aurait très bien pu le rencontrer à ce moment-là, du moins grâce à ses relations avec le côté sombre de Wano. Dans cet équipage, après Shiki, on nous montre Miss Buckingham Stussy qui, après la dissolution de l'équipage des Rox pirates, rejoindra les Mads à un moment de sa vie. Il faut bien garder en tête que si Stussy est dans cet équipage, c'est qu'elle est extrêmement puissante, ou au minimum extrêmement utile. On le rappelle, ses camarades pour la plupart ne sont pas ses alliés, la moindre faiblesse peut être exploitée. Après Stussy, on nous présente un pirate dénommé Don Marlon. On nous dit à son sujet qu'il est un gangster de West Blue et comme vous pouvez le constater, la ressemblance avec Capone Gang Beige est frappante, notamment dans sa tenue avec son chapeau mais surtout son cigare. Ils se ressemblent aussi beaucoup dans leur attitude de gangster. D'autant plus que, comme je vous le rappelais précédemment, Beige est originaire de West Blue. On peut ajouter à tout cela que, comme vous le savez très certainement, Capone Beige est inspiré du célèbre gangster Al Capone, tandis que Don Marlon, lui, fait référence au personnage charismatique des films Le Parrain, Don Corleone, interprété par
par l'acteur Marlon Brando. Vous l'aurez compris, ici Oda aura fusionné le nom du personnage fictif Don Corleone et le nom de l'acteur qui l'a interprété, Marlon Brando, nous donnant Don Marlon. Nous avons ensuite Edward de Newgate, celui qui deviendra donc un futur Yonko surnommé Barbe Blanche. Et après, on nous montrera pour la première fois le fameux pirate Ochoku qui, comme vous le savez, était le chef de l'île de la Ruche jusqu'à ce que Teach le détrône. C'est d'ailleurs l'amiral Sengoku qui nous parlera de lui la première fois lorsque celui-ci apprenait aux jeunes éléments de la marine qui étaient les Rocks pirates, tandis que Kaido et Big Mom se rapprochaient. Je pense qu'en voyant sa tête, on a tous fait le rapprochement avec Caribou et Koribu, on est d'accord qu'ils se ressemblent beaucoup. Pour finir, on nous présentera un dénommé Ganzui qui serait un pirate contrebandier, c'est-à-dire qu'il faisait passer illégalement des marchandises d'un pays à un autre sans respecter les lois quelles qu'elles soient. Comme je vous le faisais savoir tout à l'heure, notamment à travers sa tête, ses lunettes, sa corpulence ainsi que sa façon de manger, ce Ganzui ressemble, je trouve, à Lucky Roux de l'équipage de Shanks. Donc un équipage qui déjà peut être qualifié de monstrueux, ce qui est ironique étant donné qu'il semblerait que Rox Dixebeck, avant l'incident de la rêverie où il a rencontré Harald, celui-ci n'était même pas encore un pirate. En effet, tout porte à croire que Rox était inconnu à ce moment-là, et cela est tout à fait possible car son fils Marshall D. Teach a opéré de la même manière, il s'est fait tout petit cachant sa véritable nature jusqu'à ce que son heure sonne. Il est donc tout à fait envisageable que Xebec, très certainement autant calculateur et patient que son fils, ait décidé de ne pas faire de vagues jusqu'à ce qu'il estime qu'il est temps pour lui de bouger, ou jusqu'à ce qu'une opportunité s'offre à lui, à l'image de son fils qui s'est emparé du Yami Yaminomi. Cependant, reste à savoir ce qui l'a motivé à s'infiltrer en Terre Sainte, il y a forcément une raison, sans oublier qu'il a enlevé 5 rois, et dont on n'en entend plus parler de tout le chapitre. Seul le temps répondra à cette question, mais ce qui selon moi est sûr, c'est qu'il n'était pas seul à s'infiltrer dans cette rêverie, il est fort à parier qu'il avait des complices. En effet, on essaye de nous faire croire qu'il a kidnappé 5 rois, mais lorsqu'on le voit, personne n'est avec lui, à moins qu'il possède le pouvoir de rapetisser les éléments et qu'il les a cachés quelque part sur lui. En tout cas, si ce n'est pas l'œuvre d'un fruit du démon qui lui aurait permis de mettre en lieu sûr les rois qu'il a supposément enlevés, alors il avait forcément des complices qui, pendant que lui faisait diversion, eux s'occupaient de cacher ces fameux rois. Lors de cette rêverie, Rox Dixebeck et le roi Harald se sont rencontrés et ont même croisé le fer. En effet, c'est Harald qui s'est attaqué à Rox et leur confrontation chargée en haki des rois a tout balayé dans un rayon de 5 km. La puissance de Rox Dixebeck est très certainement sans pareil, il était le pirate le plus puissant de son époque et sans doute le plus fort de l'histoire de One Piece. Si on prend tout en compte, capacité physique, haki, fruit du démon et équipage, il est effectivement ce qu'il y a de plus fort dans tout One Piece. Malgré sa petite taille, ses capacités physiques sont suffisantes pour rivaliser avec un géant descendant de la lignée des géants antiques. On nous dit dans ce chapitre que les capacités de Xebec à l'épée sont hors normes, semblables à celles d'un marteau géant ou d'un coup de canon. Quand il frappait avec son épée, il était connu pour tout balayer autour de lui. Il était assurément détenteur d'un des plus puissants haki des rois de toute l'œuvre, rivalisant avec celui du futur roi des pirates sur God Valley. Sans aucun doute qu'il doit posséder l'un des meilleurs haki de l'armement et de l'observation de l'histoire de la piraterie. Même si rien nous l'a encore confirmé, je continue de penser qu'il est un détenteur d'un puissant fruit du démon et il ne serait pas étonnant qu'il en possède plus, étant donc de la même famille que Barbe Noire. Et pour finir, avant même de devenir le capitaine des Rocks pirates, celui-ci possédait un des meilleurs équipages qu'on a pu voir jusque-là. En effet, lorsqu'il deviendra officiellement le capitaine des Rocks pirates, on sait maintenant, en plus de Newgate, Stussy, Shiki, Don Marlon, Ochoku, Ganzui, qu'il y avait aussi Captain John, Big Mom, Kaido et Gloriosa. Il est donc fort probable aussi que d'autres pirates nous soient présentés par la suite, comme Hache d'Argent par exemple. Et pour bien nous faire comprendre que Rox Dixebeck était un pirate hors du commun, durant ce chapitre, on va bien appuyer sur le fait qu'il a tué un amiral de la marine, chose qui est encore jamais arrivée dans One Piece, c'est inédit. Après le titre d'amiral en chef, le titre d'amiral est le grade le plus élevé au sein de la marine, ce qui rend cet acte tout bonnement extraordinaire. D'autant plus qu'après avoir éliminé un amiral de la marine, il ne semble pas du tout être fatigué, il ne semble pas non plus souffrir de blessures ou ne montre aucune égratignure, mais le plus important après ça, c'est qu'il va se confronter à Harald comme s'il n'avait pas combattu juste avant. Dans les capacités que possède Rox Dixebeck, il y en a une qu'il ne faut surtout pas sous-estimer et il s'agit de son éloquence. En effet, on voit bien que celle-ci, en plus du Davy Backfight, lui permet de regrouper autour de son objectif les plus grands pirates de son époque, et cette capacité de rassembler les gens ressemble beaucoup à celle que possède Luffy et que décrivait Mihawk sur Marineford, nous faisant savoir que c'était ça le pouvoir le plus dangereux au monde. Si on parle de puissance, on est obligé de discuter de celle d'Harald, qui même si on savait qu'il était puissant, nous a, je pense, tous impressionnés. Harald est tellement fort qu'il a aussi impressionné Rox Dixebeck, à tel point qu'il développera du respect à son égard, lui proposant même à de nombreuses reprises de rejoindre son équipage. Il ajoutera d'ailleurs que si Harald le rejoint, ils seront inarrêtables, ce qui rajoute davantage de crédit à la puissance d'Harald. Comme je le disais, nous savions que Harald était puissant, mais sa puissance dépasse finalement tout ce que l'on pouvait penser. On a notamment pu voir qu'il était un détenteur du haki des rois, et il ne fait plus aucun doute que ces haki
acquis de l'armement et de l'observation doivent être monstrueux. Et donc ceci me fait penser que lorsqu'il est mort, la personne qui l'a attaqué devait être monstrueuse, car très peu de personnes auraient pu lui faire face. Et le fait qu'à ce moment-là il avait 140 ans n'y change absolument rien, car ça reste un âge relativement jeune pour un géant. Je pense que seul le plus fort des chevaliers divins pourrait être à l'origine de sa mort, un ou tous les membres du Gorosei, ou alors carrément Imune-Rona en personne. On parle de quelqu'un dont la puissance a forcé le respect au plus grand criminel de l'histoire de One Piece, donc la personne qui l'a tué doit être au moins aussi exceptionnelle, voire plus exceptionnelle. D'ailleurs j'aimerais en profiter pour vous partager une réflexion que j'ai eue. Comme on a pu le constater après que Harald a rencontré Ida, sa vision des choses a drastiquement changé, et il a arrêté d'être le voyou qu'Elbaf a connu. Mais je peux pas m'empêcher de m'imaginer ce que ça aurait donné si Harald n'avait jamais rencontré Ida. Il serait sans doute resté le voyou qu'il était, et s'il avait rencontré Xebec dans ces conditions, il est probable qu'il aurait accepté de rejoindre les Rox pirates. Mais bon, je suis quand même conscient que si Harald a rencontré Rox, c'est aussi en grande partie grâce à Ida qu'il a influencé dans son envie de s'allier aux pays du monde entier. Mais bref, passons et on ferme la parenthèse. Dans ce chapitre, on a pu profiter du retour d'un élément assez nostalgique. Il s'agit du jeu le Davy Back Fight, jeu en l'honneur du célèbre pirate de légende Davy Jones. Ce jeu, nous l'avons découvert avec Foxy dans le chapitre 305, lorsque justement Foxy a confronté l'équipage des Mugiwara. Et donc ce jeu confronte deux équipages en plusieurs manches. Chaque équipage a la possibilité d'acquérir un ou plusieurs membres de l'équipage adverse, voire même le Jolly Roger, donc le drapeau pirate, qui, je le rappelle, est un affront pour un pirate. Tout ceci a pour effet de se renforcer et par la même occasion d'affaiblir les adversaires. Les origines de ce jeu remontent au légendaire pirate Davy Jones qui l'aurait créé dans le but d'acquérir des membres d'équipage adverse. Aujourd'hui, ce jeu lui fait honneur et d'ailleurs il est coutume de jeter les pièces qui déterminent le nombre de manches dans la mer en tribut à Davy Jones. Pour vous parler très rapidement des règles pour ceux qui s'en souviennent plus trop, en résumant très grossièrement, l'acquisition d'un membre de l'équipage adverse est à condition de remporter la victoire lors d'une épreuve opposant un ou plusieurs pirates. Les jeux joués sont le Donut Race qui est une sorte de course d'embarcation qui doit être construite avec 3 tonneaux et dont on voit d'ailleurs Rox y jouer dans ce chapitre. Il y a le Groggy Ring qui est un jeu de balle en équipe sur un terrain à 2 buts, chaque équipe a un ballon et pour gagner il faut mettre la balle de l'adversaire dans leur but et le ballon est un membre d'équipage. Il y a aussi le combat, il s'agit en fait d'un combat de boxe sauf que tout type d'arme est autorisé, cependant ils doivent obligatoirement garder les gants de boxe qui leur sont donnés. Le but est de faire sortir l'adversaire du ring qui est déterminé assez spécifiquement et on peut aussi voir dans ce chapitre Rox y jouer. Certains jeux sont ceux que les Mugiwara ont joué contre Foxy, mais il existait aussi le Run Roller Around, le Hit and Dead Ball et le 1, 2, 3 Soleil Pirate. Désolé pour la prononciation, j'ai fait zéro effort, trop la flemme. Et maintenant qu'on a parlé du Davy Back Fight, parlons maintenant de son créateur. Il est extrêmement mystérieux, nous ne savons quasiment rien de lui, les seules choses que nous savons à son propos, c'est qu'il était surnommé le démon des profondeurs et que le Davy Back Fight lui est dédié. Nous savons aussi qu'une légende nous dit qu'il était tellement cruel que le diable lui-même l'a condamné à vivre sous les profondeurs des océans pour le reste de sa vie. Oda lui a fait un portrait dans un SBS et il est clair qu'il a rien de charismatique, mais dites-vous que ce vieux monsieur terrorisait les mers à son époque de par sa cruauté. Dans ce chapitre, même si je voulais pas trop y croire au départ, mais là c'est difficile de se dire que c'est un simple hasard, mais il semblerait que Oda a ajouté un indice supplémentaire concernant la théorie disant que Baggy serait aussi le fils de Rox. En effet, sans nous montrer son montant, la prime de Rox nous a été dévoilée, on a donc pu voir la tête qu'il a sur l'avis de recherche. Sa photo dans l'avis de recherche est très ressemblante à celle de Baggy, ça vraiment on peut pas le nier, notamment avec le fait qu'ils tirent tous deux la langue en souriant et rendant tous deux visibles l'une de leurs mains. Donc ceci est à ajouter avec l'indice du visage de Xebec qui d'un côté ressemble à celui de Teach et de l'autre ressemble à Baggy. Sachant aussi qu'ils se ressemblent dans les faits, notamment à travers la création de la Cross Guild, rassemblant certains des meilleurs et plus dangereux pirates de son époque, à l'image donc de Xebec qui, à son époque, a rassemblé l'équipage pirate le plus puissant ayant jamais existé. Et sans oublier aussi le parallèle symbolique qui voudrait que deux des rivaux de Rox, Roger et Newgate, ont chacun recueilli un de ses fils. Même si effectivement la relation avec Newgate est beaucoup plus complexe étant donné qu'il a rejoint l'équipage de Xebec, mais comme vous le savez, il s'agissait plus d'une alliance entre puissants pirates que de véritables compagnons. Avec la tête que fait Rox sur son avis de recherche, qu'on le veuille ou non, il est désormais clair que Oda cherche à nous dire quelque chose. Là, pour moi, ça ne fait plus aucun doute. Il est désormais temps d'aborder les éléments les plus importants de ce chapitre 1155. En effet, dans ce chapitre, Xebec nous a partagé son objectif que nous connaissons depuis que Sengoku nous a parlé pour la première fois de Rox et ses pirates. Mais avant cela, le pirate va révéler son plan à Harald. En effet, il a pour projet de tromper le gouvernement mondial, l'île de la Ruche est convoitée par celui-ci, sauf qu'elle est peuplée de criminels et qu'il risquerait d'y perdre beaucoup s'il s'attaquait directement à l'île. Alors Rox, sachant cela, voudrait proposer au gouvernement mondial de récupérer l'île pour eux en échange d'une récompense. Sauf qu'évidemment, il n'est pas question pour lui de rendre l'île ainsi que les criminels au gouvernement. Il a donc l'intention d'attendre de recevoir la récompense pour les duper et s'emparer de la ruche pour en faire un paradis pour les pirates. Tout ceci s'inscrit dans sa lutte contre le gouvernement mondial, ajouté au vol du tribut céleste qu'il a commis précédemment, ainsi qu'à la destruction de la porte de la
justice dont il est l'auteur. S'accaparer la ruche ne serait que le début de son histoire selon lui, car il compte ensuite anéantir la marine, faire tomber la Terre Sainte, pour in fine devenir le roi du monde. Comme je le disais, et comme on le sait, Rox Dixebeck avait pour but de devenir le roi du monde, mais ce qu'on ne savait pas, c'est à quel point il en était proche. Il a même touché du bout des doigts son rêve quand il a rencontré Imu dans la chambre fleurie. Mais en nous révélant tout ça, on comprend maintenant pourquoi Rox s'est entouré d'autant de légendes de la piraterie de son temps. Il avait vraiment besoin des meilleurs compagnons possibles pour accomplir un tel objectif, et il est vrai que si Harald l'avait rejoint, il aurait peut-être pas été éliminé sur God Valley. En parlant de God Valley, il est maintenant presque sûr que Rox Dixebeck n'y est pas seulement allé pour s'accaparer les trésors, il y est aussi allé pour devenir plus fort à travers l'élévation du niveau de ses compagnons, faisant en sorte que ceux qui n'avaient pas de fruits du démon mangent ceux qu'ils trouveront. Et on peut aussi logiquement penser que la deuxième raison de sa venue sur God Valley, c'était de continuer son combat contre le gouvernement mondial, cette fois-ci en s'attaquant directement à la noblesse mondiale. Beaucoup de fans décrivent Rox comme étant le premier révolutionnaire, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça. Certes, il a causé beaucoup de problèmes au gouvernement à tel point qu'ils ont cherché à cacher son identité, effaçant toute trace de son existence et minimisant la portée médiatique de ses agissements contre eux. Cependant, contrairement à l'armée révolutionnaire, il est loin de libérer des peuples, du moins ce n'est pas son intention. Si on prend l'exemple de God Valley, les Rox pirates n'interviennent pas pour sauver les esclaves, mais pour s'accaparer les trésors, même si effectivement, grâce à leur intervention, de nombreux esclaves ont pu échapper à la chasse à l'autochtone. Ce rêve de devenir le roi du monde, Rox Dixebeck ne l'a pas simplement partagé à Harald, mais l'a aussi partagé au principal intéressé, donc l'actuel roi du monde, Imu Nerona. En effet, durant cette fameuse rêverie où Rox a fumé un amiral, celui-ci est parvenu à s'introduire dans la chambre fleurie où se trouvait Imu. Et celui-ci, ayant parfaitement compris qu'il ne faisait pas le poids face à ce démon, l'a simplement mis en garde, lui faisant savoir qu'il reviendrait ici même. Tout ceci est extrêmement lourd de sens, car le fait qu'Imu ait rencontré Rox Dixebeck explique pourquoi celle-ci a déchiré l'avis de recherche de Barbe Noire. Cela confirme aussi qu'il s'agissait bien de Shanks qui a prévenu le Gorosei concernant un certain pirate, et évidemment, tout cela explique pourquoi Singe et Garcia Saturne connaissaient la lignée de Teach. En effet, les pièces du puzzle s'assemblent de plus en plus. Shanks a effectivement dans le passé déjà mis en garde quelqu'un concernant Teach. Il s'agissait de Newgate à propos du fait qu'il fallait que Ace abandonne sa volonté de venger son camarade après que Teach l'ait tué. Shanks nous faisait déjà savoir à ce moment-là que Teach était spécial, ayant été capable de le blesser, alors qu'il précise qu'il n'avait à aucun moment baissé sa garde. Plus tard, Marco nous dira que le corps de Teach est spécial, puis dans les flashbacks d'Oden, Baggy nous dira que Teach ne dort jamais. Et donc pour en revenir à Shanks, celui-ci s'est très certainement renseigné sur lui, son passé et ses origines. Il a sans doute réuni des informations qu'il a alors partagées au gouvernement mondial lorsqu'il voulait leur parler d'un certain pirate. Ce certain pirate était donc Teach. C'est à cet instant précis que Shanks a fait savoir au Gorosei que Marshall D. Teach était le fils de celui qui s'est introduit dans la chambre fleurie à Marijois il y a 64 ans. C'est ainsi que Singe et Garcia Saturne sur Egghead, en parlant avec Katharina Devon, nous fera savoir qu'effectivement Teach descend d'une lignée spéciale, celle du Di, mais il est surtout le fils du plus grand criminel de l'histoire, Rox Dixebeck. Et on en vient donc au pourquoi Imu avait déchiré l'avis de recherche de Teach, sachant qu'il est le fils de celui qu'elle a rencontré dans le passé et qui lui a fait comprendre son intention de lui prendre sa place. Pour en revenir au moment où Rox et Imu se sont rencontrés, on remarque que le démon de Pangea ainsi que Gunko, dont on nous confirme officiellement qu'elle était sa servante, n'ont pas attaqué l'intrus. Alors que Sabo, lui, lorsqu'il a infiltré Pangea, au moment où il a été vu, Imu et le Gorosei se sont jetés sur lui. Cette différence de comportement pourrait s'expliquer par le fait que, tout comme Rox l'avait fait, Imu a aussi analysé son potentiel adversaire et en a conclu qu'un combat contre lui causerait beaucoup trop de dégâts en Terre Sainte. Par conséquent, Imu a choisi de le laisser partir et je pense que Gunko a reçu l'ordre de ne rien faire, de toute façon elle se serait fait dégommer. Par contre, ce qui est curieux et ce que je comprends pas, c'est pourquoi à cet instant aucun chevalier divin a été appelé pour aider à gérer le problème. Donc Imu avait rencontré Rox Dixebeck, ça vraiment je le dis depuis très longtemps. Et ce qui est fort probable aussi, c'est qu'avant même d'infiltrer Marijois et la chambre fleurie, Xebeck savait que quelqu'un dirigeait ce monde dans l'ombre. En tout cas, ceci est un indice supplémentaire concernant ma théorie sur le fait que Rox sur God Valley n'a pas été éliminé par Roger ou Garp, mais bien par Imu, soit de sa main directement, soit par l'intermédiaire d'un des nombreux chevaliers divins présents, ou soit par Singe et Garcia Saturne qui était présent aussi. En effet, Imu n'a pas du tout pris à la légère la menace de Rox, elle a très bien compris ce qu'il voulait dire quand il lui a dit qu'il reviendrait ici même. On sait qu'il convoite sa place et par conséquent, c'est à cet instant qu'il est devenu l'ennemi le plus dangereux que le gouvernement mondial a dû affronter, après Joy Boy bien sûr. Pour être plus symbolique, Rox Dixebeck a parfaitement incarné la volonté du Di, devenant l'un des plus farouches ennemis de ceux qui s'autoproclament comme étant les dieux de ce monde.